Bonjour à tous et bienvenue sur Nexus Horizon AI. Ici Sarah et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui, je dois l'avouer, me donne un peu le vertige. On a l'habitude de parler d'IA comme de lignes de code, de réseaux de neurones dans des serveurs froids ou alors de robots en métal, des trucs rigides, mécaniques. Mais là Thomas, ce que tu as ramené aujourd'hui, ça fait exploser ces catégories. Salut Sarah, oui, c'est exactement ça. On est à la frontière, une frontière floue, un peu gluante même. On va parler de quelque chose qui n'est ni tout à fait un robot, ni tout à fait un animal. C'est une troisième voie, Tu parles des xénobots. les xénobots. Et accroche-toi, parce que si tu penses savoir ce qu'est un robot, tu vas devoir tout oublier. D'habitude, un robot c'est du plastique, du silicium, de l'acier. Ici on parle de cellules vivantes, de la chair. Attends, quand tu dis robot, pour moi ça implique une programmation, une fabrication artificielle. Là tu me parles de vivant. C'est quoi exactement? C'est une créature de Frankenstein? C'est une excellente image, mais en version microscopique. Imagine un truc de la taille d'un grain de sable, moins d'1 millimètre. Pour les fabriquer, des chercheurs des universités du Vermont, de Tufts et de Harvard ont utilisé des cellules de grenouille. Plus précisément, la grenouille africaine à griffes, la Xenopus laevis. D'où le nom Xénobot. D'accord, donc on a pris des morceaux de grenouille. Mais ce n'est pas juste une grenouille mutante? Non, pas du tout. Et c'est là que c'est fascinant. Ils ont prélevé des cellules souches sur des embryons de grenouilles. Ils les ont séparés, laissés incuber, et ensuite ils les ont réassemblés. Mais pas n'importe comment. Ils ont utilisé 2 types de cellules. Des cellules de peau, qui servent d'architecture, un peu comme le châssis d'une voiture, pour tenir le tout ensemble, et des cellules de cœur. Des cellules de cœur? Pourquoi faire? Parce que les cellules cardiaques ont une propriété magique. Elles se contractent spontanément. Donc, en plaçant ces cellules de cœur à des endroits stratégiques du petit amas, elles agissent comme des moteurs. En se contractant, elles propulsent la structure. Pas de batterie, pas de fil électrique, juste de la biologie pure qui avance. C'est incroyable! Donc on a une structure biologique faite de peau et de muscles cardiaques qui se déplacent. Mais Thomas, pourquoi on appelle ça un robot? Pour moi, ça ressemble juste à un amas de cellules qui bougent un peu au hasard. Où est l'intelligence? Où est l'IA là-dedans? C'est la question clé. L'intelligence n'est pas dans le xénobot lui-même. Le xénobot n'a pas de cerveau, pas de neurones. L'intelligence, elle a eu lieu en amont. C'est une intelligence artificielle, un superordinateur, qui a conçu la forme de ces créatures. Explique-moi ça. L'ordinateur a dessiné la bestiole? C'est ça. Les chercheurs ont lancé un algorithme évolutif. Ils ont dit à l'IA, voilà, tu as des briques de peau et des briques de cœur. Ton objectif, c'est de créer une structure capable d'avancer le plus vite possible. L'IA a simulé des milliers, des millions de combinaisons. Elle a testé des formes aléatoires, elle a gardé les meilleures, elle les a fait muter encore et encore pendant des semaines de calcul. Comme la sélection naturelle, mais en accéléré et dans un processeur. Exactement. Et à la fin, l'IA a recraché un plan de construction. Une forme spécifique, parfois un peu bizarre, asymétrique, que les humains n'auraient jamais imaginé. Et ensuite, c'est là que le travail manuel commence. Des microchirurgiens ont pris leurs pinces sous microscope et ont assemblé les cellules de grenouille pour qu'elles correspondent exactement au plan de l'IA. C'est fou! C'est le logiciel qui dicte la forme du vivant. Donc on a ces petits grains de sable vivants qui se baladent. Ils vivent combien de temps? Environ 1 semaine. Ils ont leur propre réserve d'énergie, le vitellus qui vient de l'œuf de départ. Quand c'est vide, ils meurent et se décomposent. C'est propre. D'accord, donc jusqu'ici, je visualise. C'est impressionnant, c'est de la bio-ingénierie de haut vol. Mais Thomas, tu m'as dit en préparant l'émission qu'il y a eu un tournant en 2021. Quelque chose qui a fait la une des journaux scientifiques et qui a un peu effrayé tout le monde. Oui, c'est le moment où l'histoire passe de curiosité scientifique à scénario de science-fiction. En 2021, l'équipe a découvert que ces xénobots pouvaient se reproduire. Se reproduire. Tu veux dire qu'ils ont fait des bébés xénobots? Oui, mais attention Sarah, oublie tout ce que tu sais sur la reproduction biologique. Ce n'est pas de la mitose où une cellule se divise en 2. Ce n'est pas non plus papa xénobot et maman xénobot. C'est une méthode que la nature n'utilise jamais. Ça s'appelle la réplication cinématique. Réplication cinématique. Le terme fait très industriel. Ça marche comment? Imagine que tu es dans une pièce remplie de briques Lego éparpillées au sol. Tu es un robot, tu te balades et tu commences à ramasser des briques. Tu les empiles. Et quand tu as fait un tas assez gros, ce tas devient lui-même un robot qui se lève et commence à ramasser des briques à son tour. C'est terrifiant dit comme ça. C'est ce qu'ils font. Les chercheurs ont mis un groupe de xénobots dans une boîte de pétri remplie de cellules souches libres, donc de la matière première. Les xénobots ont commencé à bouger, à pousser ces cellules, à les rassembler en petits tas. Au bout de quelques jours, ces tas de cellules se sont soudés, ont commencé à développer des cellules de cœur et se sont mis à bouger tout seuls.
C'était les enfants. Ils ont construit leurs enfants avec les pièces détachées qui traînaient autour d'eux. C'est ça. C'est une reproduction par assemblage mécanique. C'est du jamais vu à l'échelle multicellulaire. Mais le plus dingue, c'est que la première génération de xénobots, ceux qui avaient une forme de sphère, ils n'étaient pas très doués pour ça. Ils mouraient avant de finir le travail. Et c'est là que l'IA revient dans le jeu, je suppose. Tu as tout compris. Les chercheurs ont redemandé à l'IA. Trouve-nous une forme qui soit optimale pour pousser des cellules et construire des bébés le plus vite possible. L'IA a tourné, simulé, et elle a sorti un design incroyable. Une forme qui ressemble à Pac-Man. Pac-Man, le rond jaune avec une bouche ouverte? Exactement cette forme-là. Une sphère avec une encoche, une bouche. Et cette bouche n'est pas faite pour manger, elle est faite pour agir comme une pelle. Le xénobot Pac-Man nage, il fonce dans le tas de cellules libres, les cellules s'accumulent dans sa bouche et ça forme une boule compacte qui devient le bébé. C'est hallucinant. L'IA a réinventé Pac-Man mais en chair et en os pour optimiser la construction de répliques. On est d'accord que ça soulève des questions énormes, parce que là on a une entité conçue par ordinateur qui s'auto-réplique. Si on perd le contrôle, ça donne quoi? C'est là que la question fâche. On touche au mythe de la gelée grise. Tu sais, cette théorie apocalyptique où des nanorobots se répliquent à l'infini en consommant toute la matière sur Terre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Oui, c'est le scénario catastrophe classique. Est-ce que c'est un risque réel avec les xénobots? Est-ce qu'ils pourraient s'échapper du labo, aller dans un étang et commencer à transformer toutes les grenouilles en armée de Pac-Man? Alors, respirons un coup. Pour l'instant, la réponse est non, et c'est un non assez ferme pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont extrêmement fragiles. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas de système digestif. Ils ne mangent pas. Ils fonctionnent sur une batterie biologique incluse à la naissance. Une fois que c'est vide, c'est fini. Ils ne peuvent pas trouver d'énergie dans la nature pour survivre plus de quelques jours. Donc ils ont une date de péremption intégrée. Oui. Ensuite, pour se reproduire, ils ont besoin d'un environnement très spécifique. Une soupe de cellules souches livres à la bonne température avec la bonne salinité. Tu ne trouves pas ça dans la mare au fond du jardin. Dans la nature, les cellules ont une peau, des défenses. Le xénobot ne peut pas juste attraper un morceau de poisson et en faire un bébé. D'accord, ça me rassure un peu. Donc pas d'invasion mondiale pour demain. Mais alors, si ce n'est pas pour conquérir le monde, à quoi ça sert? Pourquoi on dépense des millions pour créer des Pac-Man en cellules de grenouilles? Les applications potentielles sont révolutionnaires, Sarah. Pense à la médecine. On parle de robots biocompatibles. Si tu avales un micro-robot en métal et en plastique pour te soigner, ton corps va peut-être le rejeter et il faudra le récupérer. Un xénobot, lui, il est fait de cellules. Le corps l'accepte mieux. Tu as des exemples concrets? Imagine des xénobots programmés pour nettoyer des artères. Ils pourraient gratter la plaque d'athérome qui cause les infarctus. Ou alors transporter un médicament très précis à un endroit du corps, par exemple au cœur d'une tumeur, et le délivrer uniquement là-bas, sans empoisonner le reste de l'organisme. Et une fois le boulot fini, ils meurent et sont digérés par ton corps comme n'importe quelle autre cellule morte. Pas de déchets. C'est vrai que vu comme ça, c'est beaucoup plus élégant que la chirurgie invasive. Il y a aussi l'écologie. On pourrait concevoir des xénobots capables de détecter et d'agglomérer les microplastiques dans les océans. Tu sais, ces particules qu'on n'arrive pas à filtrer. Si on avait des essaims de xénobots qui rassemblent ces plastiques en boules plus grosses qu'on pourrait ensuite récolter, ce serait une solution géniale. Mais là, on revient au problème du contrôle. Si on les relâche dans l'océan, même pour nettoyer, on joue aux apprentis sorciers. L'évolution trouve toujours un chemin, non? Si un xénobot mute et trouve un moyen de puiser de l'énergie dans les algues, par exemple. C'est là que l'éthique doit serrer la vis. C'est pour ça que ces recherches sont hyper encadrées. On est dans ce que l'on appelle la recherche à double usage. Ça peut sauver le monde ou créer de nouveaux problèmes. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça nous oblige à redéfinir ce qu'est la vie. C'est exactement ce que je me disais. Ce n'est pas un organisme naturel parce qu'il est dessiné par une IA, mais ce n'est pas une machine parce qu'il est fait de cellules. C'est quoi alors? Un artefact vivant? Les chercheurs appellent ça des organismes programmables. C'est une nouvelle classe de matière. Et ça nous apprend aussi beaucoup sur la biologie elle-même. On pensait que les cellules avaient un destin tracé. Toi, tu seras de la peau, toi du muscle. Mais là, on voit qu'on peut prendre ces cellules, les mettre dans un autre contexte et elles s'adaptent. Elles coopèrent pour faire autre chose. Ça veut dire que le code de la vie est beaucoup plus flexible qu'on ne le pensait. C'est vertigineux. On réalise que nos cellules sont peut-être des petits robots autonomes qui ont juste accepté de travailler ensemble pour former un humain, mais qui pourraient faire tout autre chose si on leur donnait de nouvelles instructions. C'est une belle façon de le voir, et un peu inquiétante aussi. Thomas, si tu devais parier sur l'avenir, dans 10 ans, on verra des xénobots dans des hôpitaux? Dans 10 ans, peut-être pas encore en routine clinique. Les validations sont longues, mais je pense qu'on verra des versions beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, ils sont simples. Demain, on pourrait leur ajouter des cellules nerveuses, des capteurs chimiques, peut-être même une forme de mémoire rudimentaire. On pourrait créer des structures bio-hybrides qui réparent des organes endommagés de l'intérieur. Le potentiel est là. Le défi, c'est de ne pas laisser la technologie courir plus vite que notre compréhension des risques. La prudence avant tout. C'est fou de penser que tout ça a commencé avec une simulation informatique et quelques œufs de grenouille. Oui. Et rappelle-toi, l'IA qui a conçu les xénobots ne savait rien de la biologie. Elle ne savait pas ce qu'était une grenouille. Elle a juste résolu un problème de physique. Ça montre que l'intelligence artificielle peut nous révéler des secrets sur le vivant que nous, biologistes, on avait sous le nez sans les voir. L'alliance du silicium et du carbone. Une nouvelle ère. Merci beaucoup Thomas pour ces explications. C'était à la fois passionnant et, il faut le dire, un tout petit peu angoissant. Mais c'est ça qu'on aime ici. Avec plaisir, Sarah. Et n'oublie pas, si tu vois un petit point bouger dans ton verre d'eau, c'est probablement juste de la poussière. Probablement. Merci de me rassurer. C'était Sarah et Thomas pour Nexus Horizon AI. On se retrouve très vite pour explorer une autre frontière de notre futur. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, mais gardez un œil sur vos cellules. À bientôt!